bienvenue dans le café Ma Boussole Aidant. Ma Boussole Aidant, le site qui oriente ceux qui prennent soin d'un proche. Alors, on organise ces cafés tous les mois pour discuter de sujets d'intérêt, de préoccupations que rencontrent les aidants. Et aujourd'hui, on va parler du sujet aider et travailler. Parce que quand on est aidant, évidemment, on a à cœur et on a besoin de s'occuper de son proche. Et du coup, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à gérer, des rendez-vous à coordonner, des urgences parfois. Et ça peut aussi impacter la situation de travail, qu'elle soit de salariat ou autre, que l'on peut vivre. Parfois, on peut aussi être dans l'obligation de s'arrêter de travailler. Et donc, c'est un vrai enjeu. Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Sigrid Jo, de l'agence Les Aidants & Co et de la communauté Aidants et bien plus. Bienvenue Sigrid et merci d'être là. Je te laisse te présenter. Bonjour Marguerite, merci pour ton invitation. Bonjour à tous. Je m'appelle Sigrid Jo. Je suis cofondatrice de l'agence Les Aidants & Co, qui est une agence qui conseille les entreprises à mieux accompagner leurs collaborateurs aidants. Mon associée s'appelle Marina Alrubae. Elle accompagne ses parents qui sont sourds. Elle a écrit aussi le guide des nuls pour les proches aidants. Et moi, pendant 15 ans, j'ai accompagné ma maman qui avait la maladie de Parkinson, tout en étant jeune maman et puis salariée à temps plein. Donc, je devais concilier tous ces points de vue. Je suis aussi cofondatrice de l'association Aidants et bien plus, qui est une communauté d'entraide et de soutien pour les aidants actifs et positifs. Et on est membre du collectif Je t'aide et aussi de Ma Boussole Aidant. Super, merci Sigrid. Alors, on va commencer par je suis un aidant, je suis en entreprise. Alors Sigrid, comment ça se passe déjà? Qu'est-ce que je peux attendre de mon employeur quand je suis aidant? Alors là, du coup, je vais me mettre dans la position, la casquette entreprise. Donc, si ce que je peux attendre de mon employeur face à mon employeur, déjà, je peux attendre à ce qu'il respecte le droit et la loi. C'est-à-dire qu'il y a des conditions par rapport à la sécurité et à la santé de ses collaborateurs qu'il doit du coup respecter. Il doit assurer aussi des conditions de travail qui soient pour qu'il puisse travailler en toute sérénité et puisse bien accomplir sa charge de travail. Et puis, je dirais aussi que l'employeur, il est là pour écouter et puis veiller aussi au bien-être de ses collaborateurs. Et selon toi, qu'est-ce que c'est les besoins d'un aidant quand il est dans le monde du travail? Alors, ce qu'on sait par rapport aux attentes des collaborateurs aidants, on le sait parce qu'on le sait par la communauté, c'est souvent des attentes qui reviennent parmi les collaborateurs. C'est, en fait, on a besoin de temps pour s'occuper de son proche parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Souvent, quand on est aidant, on doit partir en urgence pour gérer quelque chose ou alors adapter ses horaires pour pouvoir accompagner à des rendez-vous, etc. Donc, je dirais que la première chose qui est demandée, c'est un peu de temps et puis aussi de l'argent parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est aussi une charge financière que d'avoir ce rôle d'aidant par rapport à son aidé. Donc, ça veut dire que les aidants ont besoin de travailler. Alors, besoin de travailler pour avoir un salaire et puis continuer d'évoluer dans l'entreprise. Et puis, je dirais que surtout, ce qu'ils ont besoin, c'est d'écoute, de bienveillance et d'écoute de la part de leur employeur. Est-ce que, selon toi, il y a un profil type d'aidant? Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Alors, tiens-toi bien, Marguerite, on est 11 millions d'aidants. On est quand même 1 sur 5 ou 1 sur 6 à travailler aujourd'hui. Et donc, en fait, il y a autant de profils d'aidants que de situations particulières. Moi, au début, je disais que le mot aidant, c'était un mot valise parce qu'il y a tellement de définitions, tellement de cas différents
qu'on peut effectivement faire plusieurs choses. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai rencontré un RH qui me disait mais comment je vais faire pour accompagner mes collaborateurs aidants, parce que s'ils ont chacun une question particulière, je vois pas comment je vais m'y prendre. Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, les aidants sont tous différents, mais que l'objectif, c'est de créer un cadre dans lequel on va pouvoir aller piocher aussi bien collaborateurs que employeurs pour avoir de bonnes pistes de solutions, on va dire. Ouais. Et du coup, de ce que je comprends, en fonction de la situation de l'aidant, de la personne qui l'accompagne, le besoin que tu as évoqué de flexibilité, d'argent, je pense que tout le monde aimerait avoir, et en termes de besoin, il peut être variable, le besoin d'écoute, de reconnaissance, tout ça, tous ces paramètres-là vont évoluer? Écoute, j'espère. Il y a quand même déjà beaucoup d'entreprises qui par le biais de leur politique RSE et les accords cadres comme les accords QVT, commencent à bien prendre en compte leurs collaborateurs aidants. Nous, ce qu'on aimerait chez les aidants Tenco, c'est qu'il y ait un cadre qui soit posé pour toutes les entreprises, qu'elles soient grandes comme les grands groupes qui ont déjà mis en place beaucoup de choses, mais qu'on puisse après passer par les entreprises qui ont, je sais pas, entre 200 et 500 collaborateurs, jusqu'à aller dans les petites structures où là aussi il y a des solutions qui peuvent être mises en place et finalement assez facilement. Et on pense que parce qu'elles ont moins de salariés, ça va être plus compliqué. Mais en fait, il y a des solutions qui sont possibles aussi ici. Super. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va essayer d'être le plus concret possible pour répondre aux préoccupations des gens qui nous écoutent. Très concrètement, qu'est-ce qu'une personne aidante peut demander à son employeur? Alors concrètement, ce qu'on peut demander à son employeur, c'est de déjà sentir un peu comment ça va se passer avec son employeur, de préparer en fait ce qu'on voudrait avoir. Par exemple, on n'a pas du tout les mêmes besoins suivant qu'on accompagne son proche. Suivant la charge en fait qu'on va avoir avec son proche. Donc je dirais que d'abord, ce qu'on peut demander à son employeur ou à son manager, c'est par exemple tous des dispositifs qui sont autour de l'aménagement du temps de travail. Si on a besoin de partir plus tôt quelques après-midi pour accompagner son proche ou d'arriver plus tard, que sais-je, il vaut mieux préparer ça en amont avec son employeur pour voir les possibilités qui sont offertes. Et ça, je pense qu'il faut préparer cet entretien pour venir avec des éléments factuels et pouvoir avoir des arguments aussi pour demander cette flexibilité du travail, par exemple. Je reprends la question de l'argent. Alors, l'argent. En fait, nous, ce qu'on voit aussi dans les entreprises, c'est qu'il y a un enjeu par rapport justement au maintien dans l'emploi. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui sont obligées de quitter leur emploi pour accompagner leurs proches, alors qu'ils pourraient tout à fait continuer de travailler et de garder en fait un salaire. Et en fait, tout à l'heure, ce que je disais par rapport à l'argent, c'est par rapport au côté financier qui est si à un moment donné, en tant qu'aidant, on ne peut plus assurer à 100% le poste dans lequel on est, on peut très bien demander à changer de poste ou de changer de poste pour garder un emploi et puis continuer d'évoluer professionnellement dans son entreprise. Ok, c'est clair. Et sur le volet de l'écoute? Alors, l'écoute, je dirais que ça dépend. C'est ce que je te disais en préparant. Ça dépend. Ça dépend de l'employeur qu'on a en face de soi. Et je pense qu'il faut toujours suivre son intuition par rapport à si on sent que son manager ou son employeur va pas du tout être ouvert à ce genre de questions, il vaut mieux pas aller lui en parler, mais plutôt trouver quelqu'un de confiance au sein de sa structure pour aller aborder le sujet. Dire qu'il y a, je sais pas, l'assistante sociale ou le médecin du travail ou alors un collègue aussi qu'on a identifié comme aidant qui va peut-être pouvoir donner une écoute déjà et puis donner aussi peut-être des pistes ou des directions
pour pouvoir aborder le sujet, mais autrement. Il n'y a pas de solution toute faite, en fait. Ouais. Et du coup, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est d'être le plus factuel possible. Si là, des personnes qui sont connectées, qui nous écoutent, là, voudraient aller expliquer sa situation à son chef, sa RH, etc., quel conseil tu donnerais pour cet entretien-là? Je dirais qu'il faut le préparer. Il ne faut pas arriver en se disant, bon, de toute façon, c'est comme ça, et puis et ça ne se passera pas autrement. Il faut préparer son entretien pour déjà mettre au clair ce qu'on ressent, être factuel, pas rentrer dans les détails. Il y a le respect de la vie privée et l'intimité. En fait, nous, on rencontre pas mal de RH et de managers qui disent mais ça, je ne veux pas l'aborder, ce sujet, parce que c'est l'intimité de la vie privée et je ne suis pas concernée, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et en fait, il y a aussi un effet miroir qui fait que quand on est aidant et qu'on vient porter le message à son manager, je prends l'exemple du manager parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Il y a un effet miroir aussi parce que d'être aidant, c'est quand même pas facile. On parle d'amour pour son proche, mais on parle aussi de peine et puis de maladie. Bon, bref, en tout cas, des choses que un manager a pas forcément envie de traiter parce que ça lui rappelle aussi des cas personnels. Donc, je dirais qu'il faut rester factuel par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on a envie de dire aussi sur sa situation et puis ce qu'on veut demander. Il faut venir déjà. Alors, les managers, ils ont horreur des problèmes. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur apporte des pistes de solutions. Donc, il vaut mieux venir avec une demande concrète et motiver un petit peu derrière, enfin pas un petit peu, et motiver en quoi on va rester performant aussi à son travail et qu'on va rester impliqué dans sa mission. Par exemple, si je vois dans les réactions, il y a beaucoup de sujets autour des rendez-vous médicaux. S'il y a un sujet d'un rendez-vous médical qui tombe pendant les horaires de travail, une demande pourrait être faite de dire si, comme il y en a un certain nombre, est-ce qu'on pourrait adapter mes horaires à tel moment et je rattraperai à tel autre moment? Exactement. Ça peut être une demande? Ouais, ça peut être tout à fait entendu par le manager ou le RH que d'accepter cette flexibilité du travail et de dire, bon voilà, je suis OK pour qu'on mette en place une flexibilité du travail pour vous permettre d'accompagner votre proche à un rendez-vous, à des rendez-vous médicaux pour une durée en fait, l'objectif, c'est de fixer aussi une temporalité pour ne pas laisser les choses un peu à la dérive et puis marquer les choses parce que je pense aussi qu'il faut que ce soit clair par rapport à ses collègues aussi. Que ce soit pas juste, tiens, aujourd'hui, j'ai vu ma collègue partir pour la 3e fois à telle heure alors que je comprends pas pourquoi. D'accord. Donc, ça veut dire bien mettre au clair ce à quoi on a droit d'avoir eu égard à la situation et comment on va fonctionner. C'est-à-dire selon la durée, peut-être le délai de prévenance et comment ça va se passer vis-à-vis du reste de l'équipe. C'est pouvoir clarifier le plus possible les choses pour pas qu'il y ait d'inconfort de part et d'autre. Exactement, parce que l'inconfort de part et d'autre, il vient souvent d'une mauvaise compréhension et d'un malentendu qui s'est créé. C'est-à-dire de pas savoir ce qui se passe exactement. Ça peut créer des histoires, ça peut créer justement une sorte de jugement qu'il n'est pas bon à avoir dans une entreprise et puis en plus vis-à-vis de soi. Donc, je pense qu'il vaut mieux essayer de casser tous ces systèmes-là et d'expliquer factuellement et de trouver des solutions concrètes qui s'appliquent à ce moment-là pour cette personne, mais qui, là, s'appliqueront pour telle personne. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que ne faites pas des cas particuliers. Créez un cadre dans votre entreprise où on sait que les collaborateurs pourront aller piocher en sachant qu'ils sont écoutés et qu'ils sont pris en considération. Raja nous dit c'est important d'expliquer. Catherine nous parle effectivement des collègues. Justement, vis-à-vis des collègues, comment ça se passe? Parce que je pense que voilà, certains peuvent être au courant, d'autres pas.
Est-ce qu'il y a un enjeu à clarifier la situation? Est-ce que c'est en fonction des souhaits de la personne aidante? Alors, le regard est toujours très important, forcément. Donc, c'est de la même manière, je dirais que ça dépend du collègue à qui on va raconter son histoire. On peut être pudique et ne pas raconter à tout le monde ce qu'on vit. Et d'un autre côté, il faut faire aussi l'équilibre avec que peuvent savoir ou comprendre mes collègues pour pouvoir c'est le mieux vivre ensemble dans l'entreprise, en fait, avec ses collègues. C'est toujours pareil, il faut trouver un équilibre parce qu'il y a une sorte justement de déséquilibre entre ce qu'on vit, nous, aidants au travail, et puis le collègue à côté qui, lui, ne vit pas du tout la situation, qui peut ne pas comprendre ce qui est en jeu. Et si on lui explique, qui peut aussi donner un coup de main. Par exemple, finir un dossier ou donner un coup de main ponctuel, etc. Et aussi, il y a les fameux dons de jour dans l'entreprise qui permettent aussi aux collègues de donner des jours de RTT si c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça, je dis, voilà, il y a quand même plusieurs choses qui font que les collègues aussi peuvent avoir de la bienveillance et accompagner, donc nous accompagner en tant qu'aidants dans l'entreprise. Ouais. Donc, si je te suis, ça reste quand même charge, enfin en fonction en tout cas de la situation de la personne, de voir ce qu'elle veut dire ou pas. Mais on peut très bien, du coup, parce que tu as très bien expliqué sur cette notion d'intime, juste entre guillemets, dire, je m'occupe d'un proche malade, on peut peut-être, voilà, je m'occupe de mon enfant ou de mon parent ou de mon mari qui est malade ou qui a un cancer, etc. Et ça impacte mon organisation du travail. On n'est pas obligé de raconter ses ressentis, ce qui se passe concrètement, raconter la maladie. Voilà, chacun peut trouver le juste niveau sur ce qui lui convient dans la communication. Exactement. C'est un dosage fin à avoir par rapport à sa personnalité et ce qu'on a envie de raconter de soi. Et puis aussi ce que peut recevoir la personne qui est en face. Et ça, ça peut être aussi quelque chose qu'on peut coordonner avec son manager, de dire comment on va l'annoncer à l'équipe? Alors justement, par rapport à ça, quand on a eu cet entretien avec son manager pour expliquer factuellement donc ce qu'on vit et ce qu'on aimerait voir s'installer comme organisation du travail, on peut aussi aborder et c'est normalement au rôle du manager de le dire, qu'est-ce qu'on peut dire au reste de l'équipe? Parce que justement, cette communication qui est en train de se créer, donc à partir du moment où nous, aidants, on a osé en parler à son employeur ou à son RH, comment on fait pour communiquer auprès de toute l'équipe? Pour que justement le collectif du travail est tout à fait impliqué là-dedans parce qu'il voit chaque jour le travail se mener, la performance du groupe, l'organisation en interne, etc. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux que de communiquer, c'est pareil, de manière très factuelle auprès des collègues sur ce qu'on vit actuellement. Et ça, soit au manager, soit à la personne aidante de le dire. Est-ce que c'est moi qui veux en parler ou est-ce que je préfère que ce soit le manager qui en parle, tout en étant à côté, mais en tout cas que le message passe par le biais du manager. On a divers commentaires et questions sur la notion de l'adaptation du temps de travail. Donc Catherine nous dit, rien n'oblige mon manager à mettre en place de la flexibilité. Et Nelly nous pose directement la question, quel est le niveau d'obligation pour arranger le salarié? Alors, je suis pas venue avec casquette d'avocate, mais moi, je dirais qu'il n'y a pas d'obligation. Après, c'est toujours pareil, c'est une négociation à avoir avec son employeur. Oui, finalement, il y a le cadre légal que tu as rappelé avec les allocations, il y a la question des dons de jour, etc. Après, c'est le cadre qui est fixé par l'entreprise.
Si c'est pas simple avec son employeur, si on se sent pas forcément en confiance, tu as dit, tu as donné le conseil de du coup ne pas forcément aller en parler, parce qu'il y a peut-être plus à perdre à en parler qu'autre chose. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que le plus important, c'est de trouver quelqu'un de confiance à qui en parler. Donc, si on n'est pas à l'aise avec son manager, il y a quand même le RH, il y a la médecine du travail, l'assistante sociale, il y a quand même certaines personnes dans l'entreprise. Donc, en principe, on a au moins un trombinoscope sur le site, par exemple, de l'employeur ou l'intranet sur lequel on peut voir quel est le rôle de chacun et donc de définir quelle est la porte d'entrée, en fait, pour aller commencer à en parler. Ça, c'est en interne. Et nous aussi, le plus souvent, on conseille d'aller voir en dehors de l'entreprise, de voir dans les associations, de voir parmi d'autres acteurs qui pourraient nous aider à passer le cap et en tout cas peut-être à préparer ce fameux entretien pour aller parler avec l'employeur et essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Marianne nous rappelle que le médecin traitant est là pour mettre en place du temps partiel thérapeutique si la charge mentale est très importante. Je rebondis effectivement sur la médecine du travail qui est un acteur un peu entre la vie personnelle et la vie professionnelle et qui est tenu à confidentialité. Donc qui est un acteur intéressant à ce titre. Et Sabine nous dit, les employeurs ont intérêt à aller sur ces sujets pour communiquer sur leur politique RSE. Effectivement, il y a un enjeu aussi de marque employeur, de rétention des collaborateurs aujourd'hui, et ça fait partie des axes sur lesquels ils peuvent intervenir. Exactement. Alors moi, j'irais un tout petit peu plus loin en disant que c'est pas uniquement communiquer sur la politique RSE. Je dirais que ça fait partie intégrante de la politique RSE au même titre que d'autres sujets. Mais il n'y a pas de choix à faire, en fait. Le sujet donc de l'humain dans l'entreprise et du bien-être au travail, ça fait partie intégrante des politiques RSE. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus aussi d'entreprises qui se saisissent du sujet parce que ça rentre dans la politique RSE, ça c'est couvert aussi par les accords QVT qui sont en place dans certaines entreprises. Donc vous avez raison, Sabine, ça rentre complètement là-dedans. Et c'est quelque chose qu'il faut faire valoir parce que aujourd'hui, c'est 1 actif sur 5 est concerné. Mais dans moins de 10 ans, on sera 1 sur 4 avec souvent le cas où on va accompagner où on va accompagner plusieurs proches tout au long de notre vie professionnelle. Donc, les entreprises ont aussi un rôle à jouer là-dedans et à saisir le sujet pour mettre en place justement ces fameuses politiques de prévention par rapport à ce qui se passe dans leurs entreprises. Alors, on va se mettre dans la peau d'un autre acteur maintenant, et justement, tu nous fais une très juste transition. Là, on n'est pas forcément dans la peau de l'aidant, mais plutôt dans la peau de l'entreprise ou à côté d'un aidant. Alors, on va se mettre dans la peau du manager. J'ai quelqu'un dans mon équipe dont je pressens qu'il est aidant, ou en tout cas, il y a un sujet personnel qui le touche. Je suis pas forcément à l'aise, tel que tu l'as explicité. C'est un sujet intime, perso. Comment on en parle? Comment lui-même il va se préparer à cet échange, ce manager? Alors déjà, ce manager, il faut qu'il soit sensibilisé au fait que dans son équipe, il peut y avoir des collaborateurs qui sont vulnérables. Et déjà, s'il a l'intuition qu'un de ses collaborateurs est aidant, je dis bravo, parce que ça veut dire qu'il a de l'empathie déjà et qu'il a compris que quelque chose n'allait pas chez son collaborateur. Donc, je dirais que lui aussi doit se préparer donc à communiquer avec son collaborateur. Il doit préparer lui aussi son entretien parce que il doit être en capacité lui-même d'écouter, mais une véritable écoute active. Et il doit aussi avoir été formé, c'est-à-dire qu'il peut pas tout savoir, le manager, et c'est valable aussi pour les RH, on peut pas tout savoir. Donc le manager, quand il pressent qu'il y a un collaborateur aidant, il peut être aussi soutenu, il doit être soutenu par ses RH
en allant les voir et en leur disant, voilà, je pense qu'il y a une situation, qu'est-ce que je peux lui proposer? Parce que pour qu'il ne soit pas mis au pied du mur lorsqu'il sera en entretien avec son collaborateur et qu'il puisse écouter, répéter en fait pour être sûr d'avoir bien compris ce qui se passe et ce qui se trame et avoir déjà une piste de solution à lui proposer. Et donc, s'il n'est pas prêt, il peut dire, il peut accueillir ce qui se passe et dire, vu que je ne suis pas expert et je connaissais déjà le mot aidant, ça se trouve, il ne sera pas mentionné dans cet entretien d'ailleurs, mais je me charge d'aller chercher des réponses pour revenir vers toi ou vers vous plus tard. Exactement. Et Okay. Un bon entretien de management, je rappelle, se termine aussi par de se fixer un délai. De dire un délai, de dire je reviens vers toi dans 10 jours ou dans 5 jours ou demain. Mais en tout cas, il faut fixer un délai pour être sûr d'en reparler, que ça parte pas dans quelque chose qui finalement n'a pas de temporalité, donc il va être oublié dans les grands sujets. En préparant cet échange, il y a un manager que je connais qui me disait ces sujets-là, en fait, on a envie de soutenir la personne qui est concernée et en même temps, on a peur de créer de l'inéquité vis-à-vis du reste parce que est-ce que les autres, comme tu as dit, vont pouvoir donner un coup de main, etc. Comment accompagner sans délester? Ah, ça, c'est une super question. Moi, lundi, chez un client, j'ai eu la remarque, mais pourquoi je m'occuperais de l'aidance pourquoi je m'occuperais pas aussi ou plutôt des gens qui ont un cancer? J'ai pas de réponse en fait. Je pense que les vulnérabilités doivent être prises en compte. Donc, il faut que ce soit accompagné aussi. Du coup, pour les entreprises et pour les managers, de ne pas laisser le sentiment que c'est pour une situation privilégiée, que en fait l'entreprise est là pour accompagner les situations de vie finalement pour une logique de performance de l'équipe et que ça est traité au même niveau que les autres. Exactement. Et puis il y a aussi l'idée de l'égalité aussi professionnelle qui est que aujourd'hui, si on accompagne un collaborateur aidant, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on va tous être pris en considération à un moment plus particulier de sa vie. Donc le collègue qui pense de cette manière en disant ah bah oui mais moi à quoi je vais avoir droit sur un autre sujet, en fait c'est rappeler que si une question est prise en compte maintenant, par exemple le sujet de l'aidance, ce sera très bien pour lui peut-être aussi plus tard parce que lui peut-être plus tard sera confronté au même problème, à la même problématique. Ouais, il y a un vrai enjeu quand même de communication, en tout cas de pouvoir parler du sujet pour pas que ça crée des tensions, des non-dits, des mauvaises interprétations de ce pourquoi et comment on gère. Exactement. C'est pour ça que le vrai sujet là-dedans, c'est de dire créons un cadre. Même si aujourd'hui l'entreprise n'a pas l'impression que la prise en compte de l'aidance c'est un vrai sujet, créons un cadre parce que ce cadre, cette prévention servira par la suite. Parce que effectivement, chaque collaborateur saura que dans telle situation, il pourra aller pour demander de l'aide, un accompagnement, etc. C'est clair. Et c'est clair et c'est indiqué par l'entreprise elle-même. Si je me mets dans la peau du collègue, moi, je pressens que la collègue avec qui je prends le café, ça commence à être compliqué pour elle par rapport à la situation qu'elle vit. Peut-être que je suis au courant. Qu'est-ce que je peux faire? Alors là, il y a plusieurs sujets. Moi, je dirais que déjà, si tu sens qu'il se passe quelque chose et si tu as envie d'en parler avec elle, tu peux tout à fait aborder les choses avec la personne parce qu'il n'y a rien de pire que le silence, en fait. Les gens, généralement, certains aidants gardent le silence parce qu'ils n'ont pas envie d'en parler, parce qu'ils veulent pas gêner l'autre.
En revanche, ils sont souvent très contents quand on leur dit qu'on comprend, qu'on est là et qu'on juste voilà, on peut en parler. Donc déjà, cette qualité d'écoute et de soutien, c'est super. Après, la couvrir, effectivement, c'est ce qu'on voit très souvent dans les équipes. C'est bon, bah voilà, je te couvre pour finir ce dossier-là ou pour terminer un peu plus tard, je te couvre. Et on a assisté à une conférence aussi où par contre il y avait une DRH qui disait non, il faut pas se couvrir entre salariés. Par exemple, un collaborateur qui partait beaucoup plus tôt et puis l'autre badgeait à sa place pour faire penser qu'il était parti à une autre heure. Et en fait, ça, il y a des problèmes de très techniques qui sont l'assurance. On doit être dans les locaux entre telle heure et telle heure. Donc, ça fait un problème d'assurance si jamais il y a un accident pendant le temps où le collaborateur devait être dans l'entreprise. Et couvrir une situation, je l'entends tout à fait quand on est collègue, mais en fait, c'est super, mais ça pose pas, ça ne permet pas d'en parler directement à l'employeur. C'est rester caché. Et de la même manière, je pense que voilà, il vaut mieux lever un tabou à un moment donné et essayer justement de clarifier des choses avec l'employeur. Et tu peux aussi te renseigner toi-même déjà, voir si il y a déjà des dispositifs qui existent dans l'entreprise ou des gens à qui toi tu peux aller parler pour dire bah voilà, je sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que vous pourriez en parler avec cette personne? Voilà, alerter en tout cas. Oui, ouais. Ça en revient encore une fois à ce sujet essentiel autour de la communication. Effectivement, on parle de sujets personnels / intimes. Néanmoins, c'est pas parce que ça l'est que c'est un tabou. Donc, cette personne, moi, en tant que collègue, je peux en parler à la personne concernée, je peux en parler au RH, au manager, en tout cas aux ressources que je peux identifier, voire à l'assistante sociale médecine du travail aussi. Et j'apprécie les remarques qui ont été faites dans le chat, qui est, en fait, effectivement, le pouvoir aussi est très important de l'écoute de cette personne aidante dans la reconnaissance de ce qu'elle vit. Et c'est pas parce qu'on est collègue ou proche de la personne qu'on est du coup expert du sujet, mais en tout cas juste accueillir et reconnaître ce qui se vit, c'est essentiel. Je me fais la retranscription de ce qui est écrit dans le chat. Bravo, c'est tout à fait ça, je suis d'accord aussi. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir autant de dispositifs juridiques qui existent, de congés, de dispositifs à mettre en place. Je pense que la première chose qui est à modifier dans l'entreprise, c'est l'écoute. C'est le fait d'être bienveillant. Enfin, c'est du bon sens. C'est d'être bienveillant et d'écouter ce qui se passe dans l'entreprise, parmi ses salariés. Parce que c'est comme ça qu'on va construire une société avec un grand S finalement, qui est de l'écoute, de l'empathie, et puis trouvons des solutions tous ensemble. Et ce qui est important aussi, c'est l'importance du collectif, c'est-à-dire que la solution, elle ne doit pas venir uniquement des RH. Les RH doivent travailler en concertation avec tout le collectif pour trouver des solutions qui sont vraiment adaptées aux collaborateurs aidants et à leur entreprise. Parce qu'évidemment, eux, leur objectif, c'est d'avoir des collaborateurs qui soient en forme et performants. Oui, on en revient à ce pourquoi on a des salariés, des collaborateurs dans l'entreprise, pour qu'elles puissent tourner. Exactement. Et avec plaisir d'ailleurs, parce que la plupart du temps, on est tous là pour travailler en étant content de travailler dans le même sens. Donc, la performance globale de l'entreprise est hyper importante. En petite synthèse du volet employeur, du coup, tu as évoqué les dons de jours, la question de la flexibilité du temps de travail. Il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat, dit, et si on mettait en place des journées aidants dans l'entreprise, est-ce que c'est possible? Ah bah ça, ce serait une super négociation à avoir. Je pense que, je ne sais pas qui a dit ça, mais en fait, elle pensait sans doute au fameux congé pour les journées enfants malades, d'avoir la même chose pour les aidants. Bah ouais, ce serait super, c'est sûr. C'est sûr, enfin, des idées à glisser à l'employeur,
on en a plusieurs chez les aidants. D'ailleurs, quand on nous demande alors, qu'est-ce que vous avez lu d'intéressant dans les accords QVT que vous avez lus sur les collaborateurs aidants? On a plein de propositions et il y en a une aussi qui est d'abonder les salaires. C'est-à-dire justement, par exemple, quand on prend un congé proche aidant qui est quand même pas, qui est indemnisé, qui n'est pas rémunéré, l'entreprise pourrait aussi choisir d'abonder le salaire pour faire en sorte que la personne touche toujours le même salaire le temps où elle prend son congé proche aidant. Donc voilà, ce serait super. Je propose en transition qu'on se projette dans la situation peut-être de quelqu'un qui va soit chercher un emploi parce qu'il a arrêté de travailler pendant un temps donné, soit justement évoluer dans son poste pour que ça soit compatible avec son activité d'aidant. Et du coup, je serais très preneuse que tu puisses nous partager tes conseils. Déjà, premièrement, est-ce qu'on peut valoriser son activité d'aidant? Donc ça, c'est un super sujet parce que effectivement, nous, on y croit à 100% sur la communauté aidant et bien plus. C'est le fait de dire qu'on est bien plus que des aidants, notamment par rapport aux compétences et aux qualités qu'on a développées en tant qu'aidant et qu'on peut indiquer dans son CV ou qu'on peut valoriser auprès de son employeur. Alors, par où je commence du coup? Valoriser ses compétences, c'est déjà identifier qu'on a développé des compétences pendant son expérience d'aidant. Par exemple, le fait de coopérer, savoir coopérer, c'est d'avoir plusieurs acteurs. Et je dois gérer le médecin, l'infirmière, l'aide à domicile, le passage du taxi qui va emmener mon enfant à l'IME, etc. Déjà, c'est de la coordination. On est donc un bon chef de projet. On peut aussi avoir développer aussi des compétences médicales. Parce que de savoir changer un cathéter, avoir des connaissances sur les différentes pathologies, ça aussi, ça compte. C'est une expertise. Donc, la coordination de projets, gérer des budgets, accompagner, connaître les droits aussi. C'est quoi nos droits en tant qu'aidant? Et c'est quoi aussi les droits de la personne aidée? Ça aussi, il faut se renseigner, chercher l'information, trouver l'information fiable, trouver aussi les bons interlocuteurs qui vont se déplacer chez soi. Coucou ma boussole aidant, peut-être aussi pour venir chercher des informations. Voilà, tout ça, ce sont des compétences qu'on peut tout à fait valoriser sur son CV et qu'on peut aussi valoriser auprès de son employeur en disant, voilà, aujourd'hui, je voudrais évoluer. Voilà ce que je sais faire et ce que j'ai repéré comme poste ou comme expertise que je pourrais tenir dans l'entreprise. Ça, c'est hyper important, sachant que les prévisions quand même du Forum mondial, c'est que toutes les compétences qu'on a, nous, développées en tant qu'aidants, ça va être de plus en plus demandé dans les entreprises. Tout de suite, le mot qui me vient, c'est adaptabilité. Ça, typiquement, c'est une qualité que les employeurs veulent avoir sur les différents postes. Ça nous permet d'être plus agiles sur les postes qu'on va prendre. Oui, tout à fait. En t'écoutant, je projetais aussi d'autres compétences telles que finalement la flexibilité, savoir prioriser, gérer des urgences, réagir sous stress. Ah bah, carrément. D'accord. Et donc, ce que tu dis, c'est que ça, on peut le dire. On peut dire, en fait, moi aujourd'hui, j'ai des compétences que j'ai acquis dans le monde professionnel et j'ai aussi des compétences que j'ai acquis au travers de mon expérience d'aidant, de ma vie personnelle, et c'est ça, ça et ça. Alors, c'est ça, ça et ça, en restant plutôt factuel, toujours pareil, et puis aussi, attention, parce que là, le deuxième objectif, c'est de l'écrire sur son CV, en fait. C'est qui, aujourd'hui, ose écrire qu'il est aidant, avec quelles compétences, et est-ce que c'est à mettre dans une partie expérience, ou à mettre dans du bénévolat, ou alors à pas dire du tout. Ça, encore une fois,
bah, c'est à discuter et à voir le pour et le contre, et surtout voir le poste qu'on demande. Est-ce que le poste pour lequel on va postuler, est-ce que ces compétences vont être une valeur ajoutée? Là, oui, on peut l'indiquer sur son CV, mais aussi on peut très bien ne pas le dire à un moment donné et finalement en parler en entretien, par exemple. Tout ça, ça se fait par étapes, en fait, de voir comment on est bien par rapport à son histoire et puis ce qui peut être aussi valorisé à un moment donné. J'ai rencontré une aidante qui a eu une activité professionnelle pendant 40 ans et en fait, à chaque employeur, elle ne l'a pas forcément dit. Une fois, elle l'a dit, une autre fois, elle ne l'a pas dit. Ça dépendait en fait de la situation dans laquelle elle se trouvait, elle, personnellement, ou alors de la manière dont ça pouvait réagir en face en fonction du poste qu'elle souhaitait avoir. Donc encore une fois, ça va dépendre du moment dans lequel on est, de la situation qui nous concerne, de l'employeur qu'on a en face de nous. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de réponse toute faite, mais je pense quand même que le temps va venir où ça va devenir naturel de l'écrire sur nos CV dans nos compétences. Ça, je pense qu'on y viendra. Maintenant, il faut savoir identifier quelles compétences on veut mettre en avant et dans quel job, parce que finalement, ce sont des compétences qu'on peut valoriser dans beaucoup de postes. Donc, il n'y a pas uniquement, je vois Marina qui dit dans le soin, effectivement, on n'est pas concerné forcément par le médico-social. L'objectif, c'est pas forcément d'aller vers des métiers du soin ou du médico-social. En fait, en fonction de ses études, en fonction de son expérience et surtout de ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est là, en fait, où il faut voir quelles compétences on veut utiliser. Si on se replace dans cette situation où on cherche un emploi, un poste, est-ce que le fait qu'on soit aidant actuellement, donc avec d'éventuelles contraintes, c'est aussi des choses qu'on peut aborder lors des entretiens? Je dirais, dans un monde parfait, oui, parce que c'est notre vie, mais en même temps, c'est la vie personnelle. Donc, je vous rappelle qu'en entretien, on n'a pas à poser de questions personnelles de cette manière-là, si on est manager en tout cas. Et après, l'aidant peut en parler, mais attention quand même, parce que ça peut être vu comme quelque chose de très embêtant, parce que justement, je pense à quelqu'un qui a eu le cas, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que justement, peut-être le cliché vous allez être plus absente, c'est sûr, vous ne serez pas à 100% dans votre poste parce que vous allez être fatiguée, etc. Donc là aussi, ça dépend de la manière dont on avance ça et de la motivation qu'on a derrière. Sigrid, je te remercie vraiment pour tes apports très concrets, très réalistes en fait, de ce qui se vit quand on est aidant. Merci Marguerite pour ton invitation. C'était très plaisant de venir parler de ce sujet aujourd'hui. Et puis, je suis persuadée que ça va évoluer dans un sens positif. Donc, merci à toutes de m'avoir écoutée.